Bonjour, Sophie Roux, je viens d'Allemagne, comme mon nom ne l'indique pas puisque je suis française. Je termine actuellement un projet de recherche comparatif sur les instruments des politiques d'égalité professionnelle en France et en Allemagne, dans le secteur public et dans le secteur privé. Et dans le cadre de ce projet, avec ma collègue Wiebke Bothfeld de la Hochschule de Brême, nous avons publié un article sur le thème des quotas. Cet instrument particulier, réputé coercitif, mais qui peut être tout aussi bien symbolique selon la manière dont il est élaboré. Et donc pour cette intervention, j'ai proposé de faire une comparaison à 4 pays. Alors l'intervention précédente a déjà esquissé un petit peu les cas qui vont être abordés. Alors le contexte dans lequel nous avons commencé à réfléchir à cette question, c'était l'impression qu'on avait affaire à un instrument d'action publique relativement ancien en fait, qui avait déjà connu plusieurs vagues, et qu'avec l'avènement de nouveaux quotas destinés aux hautes sphères économiques, au conseil d'administration, c'était les conséquences d'une certaine déception d'une décennie, voire de 2 décennies de politique d'égalité professionnelle à destination des entreprises qui se sont avérées assez décevantes et qui faisaient le pari du volontarisme, qui voulaient laisser libre action aux acteurs économiques. Donc cette nouvelle vague, ce comeback d'un instrument ancien réputé coercitif, s'est articulé, comme nous l'avons vu dans le cas français, autour du modèle phare norvégien, puisque c'était en Europe un des premiers pays à adopter un quota pour les conseils d'administration, et c'est surtout un des pays le pays qui a adopté la réglementation la plus sévère, avec des sanctions radicales. Ce comeback s'est aussi effectué et a alimenté des débats fiévreux, peut-être pas en France, mais en tout cas en Allemagne, sous la pression aussi de l'agenda européen fixé par l'initiative Reding en 2012. Et dans cette nouvelle vague de quotas, les analystes des politiques d'égalité se sont demandé est-ce que ces quotas marquent la relance, ou participe d'une relance des politiques d'égalité professionnelle, ou, alors là c'est le conflit que j'évoquais entre féministes, qui transparaît aussi dans la recherche, ou est-ce que mettre en avant cet instrument, c'est un moyen de réduire les politiques d'égalité à des politiques élitistes, voire symboliques. Donc pour participer à ce débat, on a fait le choix d'une analyse comparative du design et des effets de ce type de quota, en essayant de trouver des critères pour évaluer leur efficacité. Avec la question sous-jacente, est-ce que les quotas sont vraiment des instruments si contraignants que ça? Avec l'idée que non. Donc, pour tenter d'évaluer les conditions d'efficacité des quotas à destination des comités, des conseils administratifs, on s'est appuyé sur 2 hypothèses, largement inspirées des recherches sur les gender policies, à savoir qu'un instrument de ce type sera d'autant plus efficace qu'il s'inscrit dans un contexte d'action publique nationale normativement cohérent, à savoir que les différents domaines d'action publique, soit les politiques fiscales, familiales, d'emploi, convergent toutes vers une augmentation de la participation des femmes au marché du travail, en l'occurrence, puisque je parle d'égalité professionnelle. Excusez-moi, j'ai oublié
j'ai un focus un peu plus étroit que l'égalité homme-femme. Je parle d'égalité professionnelle homme-femme. Deuxième hypothèse, une loi sur des quotas dans les conseils d'administration ne suffit pas. Elle doit s'inscrire dans un policy package qui combine différents types d'instruments et différents types de régulation. Des instruments relativement autoritaires, hiérarchiques avec des sanctions, mais aussi des instruments basés plus sur un mode d'action coopératif avec les acteurs économiques, sous forme d'information, d'incitation, de formation, etc. Donc pour essayer de répondre à ces questions, de prouver ces hypothèses, nous avons procédé à l'aide d'une typologie qui nous permette de comparer les pays entre eux qui ont mis en œuvre par la loi donc des quotas pour les conseils d'administration. Donc nous avons différencié des types de régulation hiérarchique, procédurale et évaluative, sur lesquels je reviendrai, et des indicateurs qualitatifs pour essayer d'évaluer l'efficacité a priori de ces quotas dans la manière dont ils sont dessinés dans la loi. C'est le design de l'instrument, pour reprendre les mots anglais. J'ai eu beaucoup de mal à traduire ma présentation en français parce que je me retrouvais tout le temps avec des mots anglais. Voilà, donc en fait ce qu'on a fait empiriquement, c'est qu'on a observé et comparé le design et les effets de ces policy packages constitués autour de quotas législatifs dans 4 pays européens. Alors, quelle approche conceptuelle on a adoptée? En fait, je me situerai plutôt dans le courant de l'analyse des politiques publiques, et on a essayé de combiner ce qu'on appelle les Old Design Studies et les New Design Studies, à savoir que dans leur première vague, les études du design de l'action publique se sont intéressées surtout à catégoriser des instruments singuliers en fonction de logiques de régulation. Alors il y a les instruments redistributifs, les instruments informatifs, les instruments... Bon, et il y a des catégorisations comme ça, il y en a des tonnes. Ils se sont intéressés aussi, ces analystes, au changement dans le choix des instruments. Quels instruments ont une préférence à un moment donné, etc. Et on est passé donc plus récemment, autour de 2010, à une analyse des policy mix ou des policy portfolios, à savoir que dans le temps, quand on choisit une politique, il y a des instruments qui se succèdent et qui se cumulent. Parce que généralement, si on adopte un nouvel outil dans une politique d'égalité professionnelle, ça ne va pas forcément éliminer l'outil qu'il y avait avant, ils vont cohabiter en fait. Donc l'enjeu de recherche devient de savoir si ces instruments qui se cumulent, qui cohabitent, ont des effets de complémentarité ou entrent en conflit. Sachant qu'on observe souvent des déficits de coordination et de monitoring des politiques du fait de l'absence de conception de paquets d'instruments, mais plutôt une succession un peu erratique d'instruments au cours du temps. Ce qui essaye de décrire un petit peu les deux expressions d'instruments. Instrument patching, c'est du collage d'instruments, on colle les instruments les uns après les autres, voire les lois les unes après les autres à la française. Ou l'instrument packaging qui sous-entend une stratégie de combinaison réfléchie de différents instruments. Nous avons tout de même essayé d'intégrer les apports des études féministes dans notre recherche, à savoir que elles mettent l'accent sur la nécessité, mais aussi les études de politique publique aussi, la nécessité de combiner des approches autoritaires et des approches coopératives, de combiner soft law et hard law. Mais l'apport féministe, c'est de mettre l'accent sur des régulations de type réflexif.
ce que d'autres appellent des responsive policies, responsive instruments, à savoir des instruments d'action publique qui incitent les destinataires de ces politiques à faire un retour sur eux-mêmes, à analyser leurs pratiques et éventuellement à les modifier. Et cet axe de réflexion est évidemment important quand on met en œuvre des quotas dans les entreprises, parce que pour être convaincu de l'utilité d'un tel instrument et de sa mise en œuvre, un retour sur la situation de l'entreprise en termes de féminisation des cadres, des instances de direction, etc., est des plus éclairantes. Oh. Donc un quota, suivant la manière dont il est conçu par la loi, combine différentes logiques de régulation, c'est ce que je vous annonçais. Alors, les quotas contiennent une dimension d'abord hiérarchique en ce qu'elles fixent un objectif et des règles de mise en œuvre. Alors, tout bêtement, le taux de féminisation est plus ou moins élevé, 20, 30, 40, 50%, et s'applique à un ou des secteurs spécifiques, entreprises cotées, ou dans le cas allemand, entreprises cotées et co-gérées. L'objectif dépend aussi du type et de la taille des entreprises concernées. Le quota, la loi sur le quota norvégien, qui est toujours pris en exemple, finalement a un rayon d'action relativement limité, puisqu'il concerne seulement les sociétés anonymes cotées. Appartiennent aussi à cette dimension hiérarchique les délais de mise en œuvre. Est-ce que ces délais sont échelonnés éventuellement pour les différents types d'entreprises concernées ou pas? Est-ce qu'il y a des mécanismes de sanctions? Et quel type de sanctions? Alors en France et en Allemagne, c'est la politique de la chaise vide. Est-ce que c'est vraiment une sanction? Je ne sais pas. Le poste d'administrateur reste inoccupé tant qu'il n'y a pas une femme assise sur la chaise. Et en France, oui, il y a une suspension des émoluments, mais cette suspension est provisoire. Donc ça veut dire qu'une fois que la femme est assise sur la chaise, les sous sont versés. Alors, la deuxième dimension qui est pour nous centrale, c'est la dimension procédurale, qu'on peut aussi appeler dimension réflexive, inclus dans les quotas, à savoir quelles sont les autres mesures autour des quotas qui visent à aider les entreprises à se conformer, à pousser les entreprises à d'éviter les quotas, comme en Norvège par exemple, où un certain nombre d'entreprises, pas tant que ça finalement, ont changé le statut de l'entreprise pour éviter d'être soumis aux quotas. Alors, cette dimension procédurale ou réflexive, pour nous, elle tient par exemple au fait d'obliger les entreprises ciblées à rendre régulièrement des rapports sur l'évolution de la situation, de la féminisation de leurs instances dirigeantes. Ou cela peut consister aussi en aidant au développement de réseaux de candidates ou de candidates potentielles, ou en essayant d'inciter à la structuration d'une offre de formation, ou en lançant des programmes de mentoring de candidates potentielles par des administratrices expérimentées. Troisième dimension d'un instrument tel que les quotas, la dimension évaluative. Comment est-ce qu'une loi sur les quotas inclut un contrôle des résultats? Alors, typiques sont les rapports que les gouvernements doivent rendre, par exemple, à leur Parlement sur la mise en œuvre de la loi, sur les résultats atteints. Alors, ces rapports sont-ils réguliers? Sont-ils à remettre une fois le délai posé aux entreprises atteintes?
Ces rapports ne contiennent-ils que des statistiques ou contiennent-ils des recommandations pour éventuellement améliorer encore la mise en œuvre des dispositifs législatifs? Cette dimension évaluative peut aussi inclure des instruments plus ayant recours plus au ressort de la pression morale. On l'a évoqué, des classements, hein, qui fait parmi les entreprises du CAC 40, qui fait mieux et qui fait moins bien, ou inciter les entreprises à participer à des audits ou à des processus de certification. Voilà. Donc je vous épargne notre beau tableau pour aller un petit peu plus vite, mais en gros, attachons-nous au type de changement qui est recherché par chaque type d'instrument qui compose un petit peu ce que j'ai appelé les policy packages autour des quotas. Dans le cas de la régulation hiérarchique, on essaye de pousser les destinataires à atteindre l'objectif dans les temps. Dans le cas d'une régulation procédurale, on essaye d'amorcer des processus qui changent les routines organisationnelles au sein des entreprises ou des administrations d'ailleurs. Et dans la dimension évaluative, c'est aussi essayer de pousser une autoréflexion de long terme dans l'organisation. Voilà. Alors, empiriquement, comment est-ce qu'on a procédé? On a étudié, en fait, observé la constitution de ces paquets d'instruments autour des lois sur les quotas, dans le temps. Parce que ce n'est pas uniquement ces policy packages, ils ne sont pas constitués par la loi, c'est souvent des décisions administratives qui suivent, des financements mis à disposition d'acteurs de la société civile, mis à la disposition d'organisations patronales, de lobbies féministes, etc. Et donc on a on a regardé si les trois dimensions de régulation étaient présentes dans ces policy packages autour des quotas, et puis après, on a essayé d'évaluer la qualité des instruments en fonction de trois critères, leur degré de coercition, leur portée et leur différenciation. L'idée, en gros, c'est que quand une loi a introduit un quota de large portée avec des acteurs très différents, comme la loi française, où on a des grosses entreprises cotées en bourse, mais aussi des entreprises plus petites et non cotées, il faudrait qu'il y ait un accompagnement par des mesures secondaires, telles que celles que j'ai exposées, qui soient relativement différenciées, qu'il n'y ait pas juste un guide de mise en œuvre unique, puisqu'on a vu que les entreprises plus petites avaient énormément de difficultés en France à mettre en œuvre ces quotas. C'est que quelque part, il leur manque des outils. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi ces quatre pays-là? Alors, la Norvège, ça tombait un peu sous le sens parce que c'était toujours le pays qui était pris comme modèle. La Suède, c'est parce que il y a un effet de mimétisme énorme entre les deux pays, sauf qu'en Suède, il n'y a pas de quotas. Les quotas ont été combattus énergiquement par les milieux économiques, mais les gouvernements, de manière extrêmement régulière, ont menacé d'introduire une loi sur les quotas si jamais les conseils d'administration n'accéléraient pas la féminisation de leurs instances. Et c'est très drôle parce qu'à chaque nouveau gouvernement, nouvelle menace, nouveau saut dans la féminisation des comités d'administration. Et alors, c'est pas, l'effet de mimétisme est prégnant quand on compare les débats
qui ont eu lieu en Norvège et en Suède sur les registres d'argumentation, etc. Le parallélisme est frappant aussi dans la chronologie. Les débats se produisent vraiment de manière concomitante. Mais la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi finalement la Suède peut être présentée comme un succès sans quota de féminisation des conseils d'administration. Est-ce que ce n'est pas la preuve que des mesures purement volontaristes peuvent fonctionner? Et quand on observe de plus près en prenant les lunettes qu'on s'est proposé de prendre, on s'aperçoit qu'en fait l'environnement d'action publique est très structuré, à savoir qu'il n'y a certes pas de quotas, mais les obligations que les entreprises ont obligation chaque année de rendre un rapport sur l'égalité professionnelle en leur sein, dont la féminisation de leur instance dirigeante. Ces rapports sont publics, ces données sont comparées au sein du Nordic Council of Gender Equality. C'est un lieu de rencontre des pays nordiques où ils comparent entre eux leurs performances. Donc, la Suède, certes, est allergique aux quotas. Il n'y en a pas dans le service public, il n'y en a pas en politique, etc. Mais il y a une culture tellement prégnante de l'égalité professionnelle par ailleurs et des politiques de longue date, notamment sur la conciliation travail familial, etc., que la pression morale et sociétale est assez forte pour que la menace d'introduire des quotas soit crédible et des effets mesurables. Alors, ces deux premiers exemples avaient l'avantage d'être des cas similaires en sens où ce sont deux États-providence sociodémocratiques avec des régimes d'égalité basés sur le modèle des doubles revenus. Et les deux, et en même temps contrastés par rapport à notre objet d'observation, puisqu'il y en avait qui avaient des quotas. La Norvège a une loi sur les quotas très sévère et la Suède n'en avait pas. La France et l'Allemagne, du coup, on bascule dans un autre duo de cas similaires, à savoir deux États-providence de type corporatiste conservateur, avec un modèle, enfin un régime d'égalité ambigu, familialiste, tout en s'acheminant vers le modèle de double revenu. Bon, alors il y a les Français souvent qui sautent sur leur chaise quand je dis ça, mais l'observation le confirme. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans la comparaison de ces deux cas, et surtout dans la confrontation de ces deux cas avec les deux cas précédents, c'est que dans le cas français, on a un dispositif à portée très large, avec des sanctions minimes. Dans le cas allemand, un dispositif avec un rayon très limité, à savoir un rayon limité concrètement à 100 entreprises cotées et pleinement cogérées, sur 600 entreprises cotées sur l'ensemble du pays, avec des sanctions tout aussi symboliques, puisque c'est les mêmes sanctions qu'en France, c'est la politique de la chaise vide, mais ces messieurs continuent, les membres du conseil d'administration continuent de recevoir leurs émoluments. On a vu que les résultats dans le cas français étaient relativement différenciés suivant la taille des entreprises concernées, qui avaient un faible spillover sur d'autres instances et sur d'autres fonctions, je pense aux présidences et donc au comité exécutif.
Et ce qui est frappant quand on compare le cas français avec les cas scandinaves, c'est que les obligations, par exemple, de reporting en France existent. De fait, l'obligation de négocier qui existe sur l'égalité professionnelle, qui existe depuis les lois Audy, est accompagnée d'une obligation de reporting. Sauf que cette obligation de reporting n'a jamais été sanctionnée jusqu'en 2012, pour cette obligation de négocier, et que c'est finalement les quotas qui ont réactivé en quelque sorte, enfin en tout cas il y a une conjonction au moment où les quotas ont été adoptés, la loi de Copé-Zimmermann, c'est le moment où ont été réactivées ces sanctions, et depuis 2012, je crois que 126 entreprises ont été sanctionnées pour ne pas avoir négocié sur l'égalité professionnelle. C'était combien ? 126 à peu près, je crois. Combien de sanctions ? Ça on ne sait pas, ça reste secret bien sûr. Sachant que ce sont des sanctions qui sont négociables. Elles sont plafonnées à 1% de la masse salariale mensuelle, mais elles sont négociables entre l'entreprise et le correspondant de la direction emploi au niveau régional. Donc on ne sait pas. Il y a un effet de publicité par les classements qui sont publiés chaque année aussi depuis 2012, de Ethic & Polls, mais on connaît le nombre d'entreprises sanctionnées, on ne connaît pas la hauteur des sanctions. Voilà. Et donc c'est... Bon, ce qui est intéressant dans le cas français, c'est que malgré cette absence de régulation procédurale relativement différenciée du fait du peu de contraintes de ces obligations de faire rapport et de négocier, bon, j'ai perdu le fil de ma phrase. Bon, on a tout de même des résultats, mais ce qui est intéressant, voilà, c'est ça le point qui m'intéressait, dans la dimension évaluative, le monitoring aussi par l'État, à savoir les rapports que rend l'État sur la mise en œuvre des politiques qu'il a initiées, sont, dans le cas français, aussi relativement erratiques. À savoir que sur la mise en œuvre des quotas, pour l'instant, il y a eu un rapport, c'est celui que vous avez évoqué, de 2016, remis conjointement par le Conseil à l'égalité homme-femme et le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle. Et je crois qu'en parallèle, le gouvernement a rédigé un autre rapport, mais voilà, c'est tout. Alors que dans la loi, il y a obligation de rendre rapport annuel aussi pour le gouvernement sur l'égalité professionnelle. Voilà. Donc c'est un problème de partage de compétences en fait entre les différentes instances qui s'occupent d'égalité professionnelle, au conseil supérieur, gouvernement. Voilà. Alors, et le cas allemand dans tout ça, bon, c'est la dernière loi sur les quotas qui a été adoptée parmi les 4 pays, puisqu'elle remonte à 2015, mais les entreprises avaient jusqu'à 2016 pour déjà mettre en œuvre un quota de 30% de femmes dans leur conseil de surveillance et non dans leur conseil de direction. Et bon, les premiers résultats sont très mitigés. La communication gouvernementale est très positive. Le taux des femmes dans les conseils de surveillance des entreprises en pleine cogestion était en 2016 de 27,3%. Mais en fait, quand on regarde le premier rapport d'évaluation qui vient d'être remis en août, on s'aperçoit qu'en fait, seuls 34% des 100 entreprises visées, donc 34 des 100 entreprises visées, ont déjà atteint les quotas et que les autres sont pas encore arrivés. Et alors, là, on retrouve un petit peu les mêmes travers que dans le cas français, à savoir que malgré l'introduction de ce quota au forcing
parce que la loi sur les quotas dans les conseils d'administration allemande a été adoptée sous Merkel, mais Merkel y a été quasiment contrainte par des députés de son parti, qui étaient prêtes, enfin qui avaient déjà adopté une proposition de loi qui émanait de l'opposition, enfin qui émanait des Verts, et puis une autre des socialistes. Donc elle a été une loi qui a été adoptée sous contrainte, mais finalement dont les sanctions sont symboliques, comme je vous l'ai dit, et dont tout l'appareillage de monitoring autour est relativement déficitaire pour ce qui est du gouvernement. Comme en France, pour l'instant, il y a eu un rapport d'évaluation. La différence, ou est-ce une différence? J'en suis moins sûre, mais en tout cas, dans le cas allemand, ce déficit de monitoring par le gouvernement est largement compensé par des instituts de recherche féministes, par des membres féministes des instituts de recherche économique, je pense au DIW, notamment, autour de Elke Holst, qui publie chaque année aussi des classements des entreprises cotées en fonction du taux de féminisation de leurs instances décisionnaires. Et par aussi des lobbies de femmes, de juristes, qui publient pareil un index, Women on Board Index, de la FIDAR. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans les 4 cas que nous avons comparés, c'est que quel que soit finalement le degré de contrainte, les structures de monitoring, l'accompagnement offert aux entreprises, etc., les spillovers sont relativement limités, que ce soit sur les management boards, les comités de direction, sur les présidences, etc. Voilà. Donc, quelle conclusion ? Donc finalement, un régime d'action publique égalitaire et normativement cohérent, certes, favorise la féminisation des instances de gouvernantes, mais s'avère non suffisante. Il y a toujours des sortes de paliers qui sont franchis sous la contrainte ou sous la menace politique d'aller plus loin dans la régulation. La constitution de policy package autour des quotas semble décisif, mais ce qui semble particulièrement décisif, c'est vraiment le degré de différenciation de ces instruments d'accompagnement et des dispositifs de monitoring en fonction des publics cibles. Et finalement, grâce à ces mesures d'accompagnement et de monitoring, il s'avère que des dispositifs législatifs qui a priori pouvaient être qualifiés de symboliques ont quand même des effets finalement. D'où la tentative que nous aurions de qualifier ces instruments de symboliques, certes, mais pour la bonne cause, à savoir que les débats provoqués par l'introduction ou le refus de ces instruments sont tellement vifs que finalement ils remettent la question de l'égalité de professionnels sur la table et tout le monde en discute, quoi. La presse en est pleine, etc. Et ces débats, il me semble, participent à l'évolution des normes sociales. Voilà.